plénière du Conseil national de transition ce mardi 30 juin 2026 au CICB est l'unique et principal titre de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'information sur Chérif la télévision. Comme je vous l'annonçais dans le titre, le Conseil national de transition a tenu ce mardi 30 juin 2026 une séance plénière au Centre international de conférences de Bamako sous la présidence de l'honorable Ahmed Founé Mahamal Madan, premier vice-président de l'organe législatif de transition. L'ordre du jour, l'examen de plusieurs projets de loi majeurs, dont celui portant création de l'Office malien des substances précieuses, ainsi que des textes relatifs au Conseil supérieur de la magistrature, à la lutte contre la traite des personnes et au trafic illicite des migrants. Tous les projets de loi inscrits à cette séance ont été adoptés à une large majorité. Alhamidou Badini et Ibrahim Koulibaly pour le compte-rendu. La création de l'Office malien des substances précieuses a constitué le principal point à l'ordre du jour de cette séance plénière du Conseil national de transition. Les membres du CNT ont examiné puis adopté le projet de loi portant création de cet établissement. L'OMASP aura notamment pour mission d'assurer une meilleure maîtrise de la filière aurifère, de renforcer la traçabilité de l'or issu de l'orpaillage et des petites mines, ainsi que de permettre au Mali de mieux s'approprier et valoriser ses ressources minières. À l'issue des présentations et des débats, le texte a été adopté à 120 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Je voudrais simplement rappeler qu'après avoir voté en 2023 le code minier et la relative au contenu local, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a adopté une feuille de route portant réorganisation du secteur de l'orpaillage. Donc nous venons de voter à l'unanimité la création de l'Office malien des substances précieuses, qui est un organe très important dans la lutte contre l'orpaillage anarchique, la dégradation de nos forêts, commis par des acteurs étrangers en complicité avec des acteurs locaux, des acteurs maliens. Cette structure sera chargée de centraliser la commercialisation, de sécuriser les flux physiques et financiers, de constituer des réserves d'or, de promouvoir la transformation locale de l'or sur place et in fine de contribuer grandement à l'augmentation des recettes de notre pays. Je dois dire aussi que la création de l'Office malien des substances précieuses va nous permettre de structurer toute la chaîne de valeur de la production à la commercialisation et à l'exportation de l'or, ce qui va nous permettre à la fois de contrôler les acteurs dans leur activité, de normaliser les procédures, mais aussi d'assurer une meilleure articulation dans la rentabilisation de cette activité. C'est pourquoi l'Office malien des substances précieuses va être la seule structure habilitée à exporter l'or malien. Il aura aussi en charge d'assurer l'achat sur le territoire national de façon à ce que nous puissions contrôler tous les flux. Au cours de cette même séance, les membres du CNT ont également examiné plusieurs autres projets de loi, notamment celui relatif au Conseil supérieur de la magistrature, celui portant lutte contre la traite des personnes, ainsi que le projet ayant trait à la lutte contre le trafic illicite des migrants. Certains arrivaient à dire que les magistrats ne pouvaient certainement pas, pour ce qui concerne les questions de discipline, sanctionner d'autres magistrats, ce qui n'est peut-être pas dans le temps même vérifié, parce que même dans le format avant l'adoption de ce texte du Conseil supérieur de la magistrature, on a quand même vu que ce Conseil a sanctionné des magistrats et même arrivé à radier certains. Mais ce qui est très important, c'est que cette fois-ci, c'est la Constitution qui permet cette ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des non-magistrats. Et le Mali a opté pour une composition paritaire de 18 magistrats et de 18 non-magistrats, ce qui permet d'apporter une gouvernance démocratique permettant au peuple d'avoir accès à cette instance avec bien sûr des représentants qui ne sont pas eux magistrats pour au moins équilibrer les débats et éviter qu'on puisse tomber dans le corporatisme. Et ça a été dit,
le plus important, c'est que désormais, chaque citoyen, chaque justiciable de ce pays pourrait saisir cet organe pour soit contester ou dénoncer en le comportement de massacre. S'agissant des textes sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, ce sont des textes qui sont vraiment très proches, donc qui traitent des sujets qui sont quelquefois liés, à savoir la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. À ce niveau, l'adoption de ces textes permet au Mali de respecter ses engagements internationaux, de conformer sa législation aux dispositions des textes adoptés au plan international, notamment les protocoles additionnels à la Convention sur la criminalité transnationale organisée, donc adopté en 2000 donc, à Palerme en Italie. Donc ça va permettre non seulement de conformer cela à ces textes, mais aussi de doter le Mali d'outils qui permettront d'assurer une lutte beaucoup plus efficace. À ce sujet, il est prévu un organe national qui est chargé de coordonner la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Un organe qui sera doté de beaucoup plus de moyens, tant sur le plan humain, sur le plan matériel et que sur le plan financier. Donc pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Au-delà, les textes qui étaient en cours, celui de 2012, présentait beaucoup d'insuffisances et ces textes se focalisaient sur la poursuite. Or, pour une lutte efficace, il faut aller au-delà de la poursuite. Donc mettre en œuvre les mesures de protection des victimes et des témoins, mettre en œuvre le partenariat en permettant de le définir avec beaucoup plus de détails, mais aussi faire en sorte que tous les acteurs impliqués puissent agir de manière harmonisée dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. À l'issue des échanges, ces 3 projets de loi ont également été adoptés à une très large majorité. Le premier a recueilli 124 voix pour, le deuxième 118 et le troisième 124, sans aucune voix contre ni abstention. Le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'Agence nationale des sécurités routières ANASER, a organisé la 22e semaine nationale de la sécurité routière autour du thème « L'occupation anarchique du domaine public routier, un danger pour la sécurité routière ». Le lancement a eu lieu ce lundi 29 juin dans la cour du ministère, en présence de plusieurs autres personnalités. On en sait plus avec Mahamad Ben Chérif Soumano et Bakary Traoré. Pour cette 22e édition, les responsables de l'ANASER ont retenu le thème « L'occupation anarchique du domaine public routier, un danger pour la sécurité routière ». Dans son allocution, Mme Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, a souligné l'importance de cette problématique qui constitue l'une des principales causes de l'insécurité routière. Elle a également invité l'ensemble des usagers de la route à respecter les règles de la circulation afin de préserver des vies. Mesdames et messieurs, je loue Allah le Tout-Puissant qui nous a assuré de subsistance pour être acteurs et témoins de la présente édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à la présente cérémonie qui a pour objet le lancement solennel des activités de la 22e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale de la sécurité routière qui est organisée chaque année a pour objectif non seulement de sensibiliser les usagers de la route par des campagnes d'information et de formation, mais également de mener les actions de terrain destinées à réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière. Les statistiques fournies par la base de données de l'Agence nationale de sécurité routière indiquent la fréquence et la gravité des accidents de circulation. En effet, l'ANASER a recensé en 2025 7691 cas d'accidents corporels survenus sur nos routes qui ont occasionné malheureusement 648 tués et 8863 blessés. Le facteur humain demeure encore prépondérant dans la survenance des accidents de la circulation routière. L'usage des voies publiques ouvertes à la circulation
est incompatible avec l'imprudence, l'indiscipline, l'insouciance, l'insolence, l'intolérance, l'incivisme. Tous ces vices de comportement qui s'offrent à une simple observation du quotidien des usagers de la route se reflètent dans l'occupation anarchique du domaine public routier. J'approuve donc les thèmes proposés par le Comité national de sécurité routière au titre de la 22e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, intitulée « Occupation anarchique du domaine public routier, un danger pour la sécurité routière ». À l'issue de la cérémonie de lancement, place à la phase pratique. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, accompagné de ses équipes, s'est rendu sur le terrain pour mener des opérations de contrôle. Plusieurs véhicules en stationnement gênant ou occupant illégalement le domaine public routier ont été interpellés dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et de répression. Le ministre des Transports et des Infrastructures vient de lancer les activités de la 22e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière autour du thème occupation anarchique du domaine public routier, un danger pour la sécurité routière. Effectivement, s'il y a un point sur lequel nous sommes tous en alarme aujourd'hui, c'est que la route ne joue pas pleinement sa fonction d'écoulement du trafic du fait qu'elle est obstruée par endroits par des véhicules abandonnés depuis des années, voire des mois. Obstrué également par des occupations illicites, notamment les commerces spontanés, les garages spontanés également, mais également occupé par des matériaux de construction qui sont déversés un peu partout dans le domaine public routier. Donc cette semaine, nous avons consacré la semaine à des actions de libération du domaine public routier. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est qu'avant cette semaine, nous avons pris quand même une dizaine de jours où on a procédé à des campagnes de sensibilisation des usagers de la route. On a même, vous l'avez vu, mis des sommations pour les véhicules qui sont restés très longtemps en stationnement prolongé sur la route pour permettre donc aux propriétaires de ces engins-là de les enlever. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase pratique, c'est-à-dire que la phase d'enlèvement direct, parce qu'on a eu quand même une dizaine de jours de campagne de sensibilisation. Donc nous allons sillonner toutes les artères principales de la ville de Bamako et des capitales régionales, des grandes villes du Mali, partout où la route est occupée, aussi bien par les véhicules en stationnement prolongé, par les marchés spontanés, par des kiosques, par des obstructions aux ouvrages de drainage des eaux. Nous allons les enlever tout simplement et puis nous allons les mettre à la fourrière. Donc c'est à cet exercice-là que nous sommes donnés ce matin et ça va se poursuivre jusqu'au samedi. La cérémonie de lancement a également été marquée par la présentation d'un sketch de sensibilisation mettant en lumière les conséquences de l'occupation anarchique du domaine public routier et l'importance du respect du code de la route. Lancement officiel de la campagne Ensemble contre la drogue initiée par l'association Sabatisso à travers l'engagement de sa présidente. L'action vise à sensibiliser les jeunes des séquelles de la consommation des stupéfiants, réunissant des acteurs et partenaires clés. L'événement s'est déroulé ce lundi 29 juin 2026 dans les locaux de la direction sociale des services de l'armée. Reportage de Samba Traoré avec la voix de Samira Sanougou. CNU a accueilli la dernière phase de la campagne de sensibilisation consacrée à la lutte contre la consommation de drogue chez les jeunes organisée par l'association Sabatisso. L'objectif principal de cette campagne est d'informer les jeunes sur les dangers liés à la drogue, prévenir la consommation des stupéfiants en renforçant l'information et la sensibilisation sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de ce phénomène. La question de la drogue est sensible au sein des familles et également au sein des États parce que dans tous les pays, il y a ce problème-là qui est récurrent. Personne n'arrive à résoudre ça. Et eux, ils se sont mobilisés et je les remercie énormément. Tout sabati, en bambara, ça veut dire la paix dans la maison. Et on ne peut pas avoir une paix, une certaine quiétude dans la maison si vous avez un de vos enfants qui est troublé, que ce soit mentalement, socialement ou même professionnellement.
Voilà, donc c'est l'un des objectifs de notre association, raison pour laquelle on s'est orienté vers cette activité-là. Nous sommes à Bamako actuellement. C'est vrai qu'on peut étendre nos activités dans d'autres régions, mais nous sommes à Bamako et les régions les plus proches sont Kati et Sénou. Donc voilà pourquoi nous avons, dans un premier temps, vu que c'est une première édition, axé notre sensibilisation sur Kati, Bamako et Sénou. Je suis fier de la mobilisation qui a été effectuée. Je suis fier de nos artistes qui sont venus, que ce soit les comédiens ou encore les artistes chanteurs. Je suis fier des participants, de ceux qui sont là, qui ont assisté, nos éditeurs, parce que j'ai vu que tout au long, ils étaient disciplinés, chose qui montre qu'ils étaient conscients de l'enjeu. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective afin de protéger la jeunesse contre les effets dévastateurs de la drogue. Les échanges ont également mis en lumière l'importance du dépistage précoce, l'accompagnement des personnes dépendantes et le renforcement des structures de prise en charge. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à l'association Sabatisso pour son engagement constant en faveur de la jeunesse et pour ses partenariats fructueux avec la direction du service social des armées. Ensemble, nous avons uni nos efforts pour porter un message essentiel, celui de la prévention, de la responsabilité et de l'espoir. Durant ces jours d'échange, de sensibilisation et de partage d'expérience, nos jeunes ont pu mieux comprendre les conséquences néfastes de la consommation de stupéfiants sur leur santé, leur avenir, leur famille et la société tout entière. La drogue constitue aujourd'hui un véritable défi social qui menace le développement harmonieux de notre jeunesse et compromet les valeurs de discipline, de travail et de citoyenneté auxquelles nous sommes profondément attachés. Chers invités, mesdames et messieurs, la direction du service social des armées considère qu'il est de sa responsabilité d'accompagner les familles militaires et leurs enfants dans la prévention des comportements à risque. En investissant dans l'information et l'éducation, nous contribuons à bâtir une jeunesse plus consciente, plus résiliente et mieux préparée à faire face aux dangers qui l'entourent. Les participants ont plaidé pour une implication accrue des familles, des établissements scolaires, des autorités et des organisations de la société civile. On nous a montré beaucoup de choses sur la drogue. Bon, j'ai seulement des exemples pour donner à mes amis que la drogue n'est pas bien pour nous. La drogue est là pour désensibiliser la jeunesse. Nous, on est la jeunesse et on est l'avenir du pays. On doit beaucoup travailler. On doit arrêter de fumer la drogue, c'est pas bon. À travers cette initiative, l'association Sabatisso espère susciter une prise de conscience collective et encourager des actions concrètes pour prévenir la consommation des stupéfiants et offrir un meilleur accompagnement des jeunes en situation de dépendance. Dépistage, sketch sur les dangers liés à la drogue et prestations d'artistes ont mis fin à la cérémonie. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde avec Sameira Sanogo. Le Parlement du Zimbabwe adopte définitivement un projet de loi visant à prolonger le mandat présidentiel. Les modifications en profondeur de la Constitution du Zimbabwe qui prolongeront le mandat présidentiel de 2 ans ont franchi mardi la première étape parlementaire. Il ne manque plus que la signature du président Emmerson Mnangagwa pour qu'elle entre en vigueur. Ces amendements qui suppriment également les élections présidentielles au suffrage direct ont été vivement critiqués par les figures de l'opposition dans ce pays où le parti ZANU-PF de Mnangagwa, âgé de 83 ans, détient la majorité présidentielle. L'Assemblée nationale a voté par 226 voix contre 41 a annoncé le président de l'Assemblée en faveur des modifications proposées par le Sénat lorsque celui-ci a approuvé la nouvelle législation le 24 juin. Cette série de modifications, qualifiée de coup d'État constitutionnel par ses détracteurs, comprend une disposition visant à prolonger la durée des mandats présidentiels et parlementaires de 5 à 7 ans. Cela signifie que le dernier des 2 mandats constitutionnellement limités de Mnangagwa serait prolongé jusqu'en 2030.
37 élèves sont portés disparus après l'attaque d'un établissement scolaire par des djihadistes lundi alors qu'ils passaient leur examen de fin d'année selon une liste transmise mardi par un responsable local nigérien. L'assaut a été mené par des combattants présumés de la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique qui ont pris d'assaut un lycée de la ville de Lassa dans le district d'Askura. Selon l'armée, 3 personnes ont été tuées, dont un soldat et un enseignant. Les autorités avaient d'abord indiqué que 10 élèves avaient été secourus et qu'un seul était encore porté disparu. Une liste des élèves retenus en otage, précisant le sexe des élèves ainsi que les numéros de téléphone de leurs parents, a été remise aux journalistes par les conseillers municipaux de la région. Une source des services de renseignement a confirmé avoir consulté le même document. Les enlèvements contre rançon visant notamment des élèves sont devenus une méthode courante tant pour les groupes djihadistes que pour des bandes criminelles locales appelées bandits dans le nord et le centre du Nigeria, des zones en proie à une insécurité chronique. L'Organisation des Nations Unies met en garde contre les conséquences sanitaires, économiques et sociales de l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale, susceptible de provoquer des pertes de plusieurs milliards de dollars et une aggravation de la pauvreté. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'épidémie pourrait coûter jusqu'à 3,6 milliards de dollars au continent africain dans son scénario le plus défavorable, ainsi que la perte d'environ 328 000 emplois. À l'inverse, un scénario de confinement limité aux pays touchés réduirait l'impact à environ 1 milliard de dollars de pertes de PIB pour la seule République démocratique du Congo. Sur le plan sanitaire, les autorités congolaises font état d'au moins 1307 cas et 377 décès depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai. Celle-ci est causée par la chousse Bindigo du virus Ebola pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement validé. Des cas plus limités ont été signalés en Ouganda. Les experts alertent par ailleurs sur un risque de propagation régionale vers plusieurs pays voisins, notamment le Soudan du Sud, le Rwanda et l'Angola. L'armée soudanaise a déclaré avoir repris Kulbus, une ville stratégique située près de la frontière tchadienne, ce qui semble être la plus grande avancée militaire dans l'ouest du Darfour depuis la chute de El Fazer l'année dernière. Les forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis avril 2023 ont consolidé leur contrôle sur la majeure partie du Darfour après s'être emparés d'El Fasher, dernier bastion de l'armée dans la région. L'armée et ses alliés de forces conjointes ont quant à eux conservé des poches de contrôle le long de la frontière tchadienne. Kulbus se trouve sur un corridor stratégique près de la frontière, à peu près à mi-chemin entre la ville frontalière d'Al-Tina, contrôlée par l'armée dans le Darfour du Nord, et El Geneina, la capitale du Darfour occidental, qui reste sous contrôle des forces de soutien rapide. Les affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante et les forces de soutien rapide n'ont pas fait de commentaires. Dans un communiqué distinct, un groupe de résistance populaire pro-armée a accusé les forces de soutien rapide d'utiliser Kulbus comme base aérienne pour des milliers de combattants traversant la frontière et comme plaque tournante logistique clé reliant à El Geneina. Et c'est ainsi que prend fin cette aventure de l'information. Merci de votre constante fidélité sur Chérif la télévision. Sur ce, bonne suite de programme à tous.